أزول في اللون أي مسفليدين ثي مسفليدين ورث أنا تزرام يا لاس اللحد نسعى تذويل دني يسمى البروفيسور الحسين يحيى سق أوقفا أيدن مقل إيه السقي يسعى تذويل أدي سقردوش فين يضرام لاكتياليتي يعني طران والسنة يجي غير قلنا الواحد وقت الميدين رفدون ميس نوردين أيد حمودة يبوي أنا كنت ولاد ثوريت مورث القبيل رفدون الطاس أمام لي زانديبوندونتيست والسنة يجي رفدنا لي وذاك اللماك وذاك اللي يركا وذاك زدوك النواقله كلش سي وذاك يخدم انت سرتي تلميذين وذاك قيلول توقع ناطي دابري اولي كي هي اد الحسيني تهضرت فنشتي كيت قردشت فتالو فتايا زول يكسين زول مرة مسفليذن راديو ثمورث دونك الساقية ça va être une émission un peu écourtée. تزويرة ديجا غادي ندير أيوز مقران القبائل مرة sur la victoire la JSK donc pour la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas combien maintenant ils ont gagné là dans leur histoire, mais peut-être 8 ou 9 si je me souviens bien. Donc félicitations en fait, surtout dans les circonstances. Actuellement, et je pense que je l'ai toujours dit que le sport, ça fait partie aussi de l'affirmation identitaire. Et donc, bravo encore les jeunes de la JSK. Donc, c'est une victoire bien méritée, 3-0. Je pense que c'est sans appel. Et regardez les amis, ils suivent aussi, Toualine Touran, qu'on s'affirme au niveau du sport. Vernon, Nissaram, Vernon, les victoires. Et même l'équipe de France, puisque l'équipe de France pour la Coupe d'Europe, nous sommes aussi du succès. Mais il ne faut pas oublier que Mbappé aussi, donc nous sommes ici dans la Coupe d'Europe. Je félicite aussi ton pays, la République tchèque, c'est une victoire bien mérité 2-0. Et puis, on va suivre aussi la suite des événements. Et nous parce que Montréal, le Canada, on est en coupe, en finale, la coupe Stanley, le hockey. En finale de donc, Montréal, c'est une beaucoup moins qualifié. Donc, nous sommes aussi une victoire. Voilà, donc دور ثقي كد النت اول ثمورت القبايل ماشي ذاني فرحان ثان تسرف القطنيه ونيون نوز انتيليكتويال نو بوليتيسيان تو سا وكذا خدمت سارتيت اما الدرني سينور دينا كد نضف راح عند شكا 40 policiers pour venir le chercher, c'est comme il avait des missiles sur lui. Hein? C'est comme si ils veulent l'impressionner, ils veulent vraiment au pays des aveugles, le Bornérois, c'est l'armée avec eux, c'est la force. Mais kidnapping. Les jeunes, c'est du kidnapping, hein, c'est de la mafia, ils kidnappent. Et ça me rappelle l'histoire de la Gestapo. La Gestapo, pendant la Seconde Guerre mondiale, les jeunes, la Gestapo, c'est la police secrète d'État, l'Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la police politique du Troisième Reich. Et elle était chargée de lutter contre les opposants internes ou externes. Hein. À l'extérieur. Rien ou supposé. Ils n'ont rien à reprocher à ces gens. Donc, ils les kidnappent sans aucun mandat d'arrêt, sans aucun jugement, rien du tout. C'est ça qu'on appelle la Gestapo. En fait, puis, contre
soi-disant les adversaires du régime nazi, c'est évident, c'est des opposants, ils sont contre le régime algérien, contre le système algérien, mais il n'y a pas que ces jeunes gays. C'est des milliers de gens depuis 2 ans à se manifester dans toute l'Algérie et le monde entier voit ça. Il n'y a pas que ces jeunes al-Qtan qui sont contre le système algérien. Et puis, ou les résistants dans les pays occupés. La Gestapo, c'est ça. C'est aussi les résistants dans les pays qu'ils ont occupés. Et la Kabylie aujourd'hui, c'est un pays. Ils viennent, ils kidnappent les leaders nordinaires, les jeunes. C'est exactement la même chose. Et cette Gestapo, en fait, par ses exactions, elle était synonyme de la terreur et de l'arbitraire. C'est exactement ce qu'il est devenu aujourd'hui, le régime algérien. On se rappelle aussi que la Gestapo, pourquoi je la compare à la Gestapo, elle a joué un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs d'Europe. Notamment, il y avait un fameux bureau qu'on appelle le bureau Bekat, qui était dirigé par un certain Adolf Eichmann ou Eichmann. Aujourd'hui, c'est Sidi Mohamed, le bureau la Gestapo algérienne, c'est Sidi Mohamed. Donc, c'est ça, en fait, que l'opinion publique internationale doit connaître, doit suivre. Nous avons affaire, en fait, vraiment à une espèce de Gestapo qui s'en prennent essentiellement aux indépendantistes, même maintenant à tous les Kabyles, même des autonomistes ou tout simplement des gens qui sont contre le système. En fait, on a vu, on l'a dit l'autre jour, hein, le système algérien, le gouvernement algérien, le régime algérien, il est rejeté par toute la population, soit dit en passant. Donc, c'est ça que je voulais d'abord souligner. Dans les semaines, il y a eu des discussions, en fait, les mouvements, ils commencent à discuter, à se parler entre eux. C'est une bonne chose. J'encourage fortement ces concertations-là. Peut-être on va arriver à une certaine convergence. Il y a aussi d'autres mouvements qui appellent à ça. On espère que ça va se traduire dans les faits assez rapidement, un consensus. De toute façon, quand on suit l'actualité autour de nous, tout le monde est, je pense, arrivé à ce point-là maintenant. Ils savent que individuellement, on a la diversité qui caractérise le Qbayel. Il faut mettre un peu de... Il ne faut pas la mettre de côté, mais je pense que les circonstances un petit peu il a toute la Kabylie, c'est Ziama Mansourian, le Harrach pratiquement, il faut qu'on parle du même voix. Si on veut que l'opinion publique aussi internationale nous respecte, il faut démontrer qu'il y a un consensus qui n'est même pas pratiquement négociable pour la souveraineté de la Kabylie. Parce qu'il y va dans notre existence même. Okay? Puisque nous avons un bureau de la Gestapo à Alger qui se sont déjà réunis et ils ont arrêté une démarche de Kabyle, zéro Kabyle. Donc le nettoyage ethnique, il est déjà entrepris par ce régime-là. Avec ces arrestations, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent décapiter la Kabylie de ses têtes pensantes et pour après se livrer à toutes sortes d'exactions. Comme on le sait aussi, je l'ai dit l'autre jour, ils ont construit en Kabylie 2 choses ces dernières années, c'est 2 méga-prisons. Ça rappelle les centres de détention d'Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils internaient les Juifs qui ramassaient à droite à gauche en Europe. Donc, s'il n'y a pas une riposte appropriée à ça, c'est sûr que ces gens-là, ils ont plus rien à perdre en quelque sorte là. Ce régime-là, il est en fin de règne, comme on dit là, et après moi, c'est le déluge. Donc, il peut aller faire plus que ça là, continuer sa répression parce qu'il n'a plus rien à perdre pratiquement à ce moment-là. Et il sait aussi que les Kabyles, en fait, posent le vrai problème dans ce pays. Donc,
ils peuvent plus camoufler ça. Par exemple, Nordin, je vais revenir un petit peu à cette polémique, à ce qu'il a suscité comme réaction, Nordin, en démasquant un peu un fait historique que tout le monde connaît, hein, sur Abdelkader. Et je pense que même il a été un peu gentil, Nordin, parce que j'ai eu l'opportunité, en fait, dans un autre débat, ça m'a amené à regarder une thèse de doctorat qui est soutenue ici à Montréal, là, par un Québécois sur Abdelkader. Il a fait une thèse. Mais en regardant cette thèse-là, je l'ai, hein, si les gens, je pense que je vais la mettre même sur ma page Facebook si les gens veulent la consulter. C'est qu'on apprend, j'ai appris énormément de choses encore plus graves sur Abdelkader. Dans le sens que c'est vrai qu'il a résisté au début de l'invasion française pendant 16 ans ou 17 ans, mais il n'est pas le seul. Hein. Les Kabyles aussi ont résisté, d'autres mondes ont résisté, les Constantinois aussi. Donc, il n'y a rien là. Mais c'est par la suite que ça s'est gâté pour lui. Là. En fait, ça s'est gâté, c'est qu'il a laissé une image exécrable. En fait, non seulement qu'il a eu une pension du gouvernement français, ça, il l'a dit, Nordin Hamouda, mais j'ai appris que la Turquie aussi, l'Empire ottoman, lui donnait le même montant. Mettons que le gouvernement français lui donne X dollars par année, le gouvernement turc donnait la même chose. Et ça a été oublié. Mais il le faisait pourquoi, l'Empire ottoman? C'est en échange aussi de services. C'est qu'il s'est mis lui-même et ses hommes, ceux qui l'avaient rejoint à l'époque en Syrie ou en Turquie, parce qu'il était en Turquie aussi, dans la capitale de l'Empire ottoman, qui s'appelle Bursa, et c'était la capitale de l'Empire ottoman, de l'Othmania. Et aussi, en fait, il avait un rôle, ces hommes aussi, ils se sont engagés dans l'armée de l'Empire ottoman. Et ils ont mené des guerres en Europe, là, notamment dans la bataille de Crimée, qu'on a appelée là, que les Ottomans ont livré. Et il y avait beaucoup d'Algériens, en fait, qui étaient sous Abdelkader, qui ont combattu. Donc, ils ont joué, ce qui dit, en fait, cette thèse-là, c'est qu'Abdelkader était devenu un mercenaire avec ses hommes de l'Empire ottoman. Et puis, ce qui a été occulté aussi, c'est que ses manœuvres avec l'Empire ottoman, c'était de revenir en Algérie. Donc, l'Empire ottoman qui a été évincé par la France, il voulait le reconstituer autour de lui, Abdelkader. Donc, il voulait s'opposer, disons, au colonialisme français, mais il veut nous ramener un vieux colonialisme du temps des Turcs. Et il y a aussi, en lisant cette thèse-là, je vais être bref, non, c'est que même beaucoup de monde qui ont rejoint Abdelkader en Turquie à l'époque, à l'Empire ottoman, c'était déjà des janissaires, c'était déjà des traîtres en Algérie. Ils avaient pris le clan de l'Empire ottoman. C'était comme des harkis ottomans. En fait, c'est ça qui n'a pas été bien précisé, mais il y a bien d'autres choses aussi qu'on peut, en regardant cette thèse-là. Oui, un élément très important, parce qu'il s'appelait l'émir Abdelkader. Et il disait que c'était un shérif Zahman. Il a fait imaginer toute une généalogie pour, soi-disant, se donner une crédibilité qui remonte au prophète ou j'en sais rien. Mais son combat, même en Algérie, quand il s'opposait à la colonisation française, il ne le faisait pas comme un patriote pour libérer l'Algérie du colonialisme, il le faisait comme un djihadiste, le djihad contre le kuffar. Donc c'était la guerre sainte contre le kuffar. Il le faisait au nom de la Oumma Islamia et il était émir dans le sens militaire. C'est comme les émirs du JIA en Algérie qui ont fait la décennie noire, les émirnis islamistes. Donc, on peut dire aujourd'hui, je peux résumer là, ce que j'ai compris de la thèse, c'est qu'Abdelkader était devenu, plus tard, comme j'ai dit là, quand il s'est rendu aux Français, après il est devenu un mercenaire de l'Empire ottoman. Il voulait ramener l'Empire ottoman en Algérie, et puis sa résistance, lui, son combat, c'était la Oumma Islamia. Il ne combattait pas pour le pays, l'État algérien. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est un émir, donc c'est comme les émirs nés de terroristes du JIA qui ont semé la terreur en Algérie.
Voilà. Maintenant, qu'ils arrêtent Nordin pour ce qu'il avait montré là, les pièces qu'il avait montrées sur Abdelkader. Ce gouvernement-là, en fait, ce régime-là, ou ce gouvernement, ils sont vraiment en retard. Hein, ils sont encore dans les années 60. Aujourd'hui, avec l'Internet, ils peuvent arrêter toutes les leaders de la Kabylie. Mais l'information, il ne faut pas la triturer. Elle est là, l'histoire, elle est là, elle est écrite, elle est accessible, etc. Donc, tout ce qu'ils vont faire, ils vont encore retarder peut-être un petit peu la prise de conscience. Mais les Algériens, ou la vérité, qui cherchent la vérité, ils savent où la trouver, elle est là. On ne peut plus effacer ça. On n'est pas comme dans les années 60 ou 70 même, pour camoufler des affaires. OK? L'autre point que je voulais ramener aussi, là, justement, il y a dans ce forum, ou cette rencontre-là qu'on a eue cette semaine, il y a eu des discussions. Comment réagir maintenant? Comment convaincre l'opinion publique internationale aussi? Comment ce que j'avais dit l'autre jour, c'est qu'il faut remettre ce système-là sur la défensive. Évidemment, il faut que les deux diasporas européennes et se concertent aussi et s'organisent en conséquence. Je pense que tout le monde est d'avis là-dessus. Mais maintenant, une fois ça, nous avons des dossiers. Des dossiers, moi, c'est ma suggestion que je dis au Kabyle, là, parce que à partir du moment où ils ont été très loin. Ils ont franchi même la ligne rouge. Dans le sens qu'ils nous accusent toutes les Kabyles maintenant de terroristes. Hein. Donc, ils préparent un génocide ethnique pratiquement avec ça. Hein. Intellectuellement, c'est comme s'ils pratiquent un génocide déjà. Et Nithni, ils ont des dossiers très très lourds. Et j'ai parlé de quelques dossiers récents hein, sur lesquels on est en train de travailler. Les feux de forêt. Ils sont en train d'incendier depuis 20 ans qu'ils incendient la Kabylie chaque année. Et ça, maintenant, le dossier est en train de faire son cheminement. Il y a d'autres, les 130 pratiquement jeunes Kabyles qu'ils ont assassinés. Il n'y a personne qui a été inquiété parmi les gendarmes là jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre dossier. Mais là, je vais aller plus loin un peu, Axel, là. Il y a un autre dossier, je l'ai mis sur ma page Facebook aujourd'hui. Hein. C'est le dossier qui est sorti dans le Nouvel Observateur. La date, c'est le 29 octobre 1997. Et c'est sûr, quand la France testait des armes chimiques en Algérie. Quand la France testait des armes chimiques en Algérie. Et ce dossier-là, je l'ai mis, je dis encore une fois de plus, sur ma page Facebook, parce que je ne peux pas vous lire, on n'a pas le temps de vous lire au Kouchoui Landagui, mais grosso modo, c'est que ce qu'on apprend ici, c'est que Boumediene, en personne, Boumediene que certains glorifient, parce que même Hamoudan, il a parlé de Boumediene qui a séquestré les corps de son père et puis de Sil Hawass dans un sous-sol de gendarmerie après l'indépendance. Mais il a fait pire que ça. Il y avait des accords secrets avec la France c'est ce qui nous apprend ce dossier-là, les essais nucléaires et chimiques ont continué sur une base secrète 16 ans après l'indépendance. 16 ans après l'indépendance. Donc du temps de Amimoud Boumediene jusqu'à la mort de Boumediene, et en plus ça c'est l'information officielle, mais en fait, officieusement, je suis sûr et certain que ces accords continuent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui explique pourquoi la France soutient mordicus ce régime-là, algérien. Et donc ce dossier-là, on peut traîner devant les tribunaux internationaux le duo maintenant que je l'appelle, la France-Algérie. Parce que ce dossier, c'est pas n'importe qui. Il y a même le ministre de la Défense du général de Gaulle, qui s'appelle Pierre Mesmer, qui a donné une interview à la fin dans ça. Et sur une autre affaire, voilà, c'est la base B2 Namous. Et ça, il y avait les essais nucléaires, les essais, la bombe atomique, ils en ont explosé 17 dans le Sahara algérien, Régal. Et jusqu'à aujourd'hui, les victimes n'ont pas été indemnisées et il y a des populations touaregs qui sont en train de mourir encore de cancer, des retombées des essais nucléaires français. Et jusqu'à maintenant, mais pas plus tard que au début de cette année 2021, il y a encore des tractations entre le gouvernement algérien et puis le gouvernement français
comment camoufler cette affaire-là pour qu'il n'y ait pas de poursuite à l'opinion, en fait, devant les tribunaux internationaux. Mais ici, c'est encore une autre chose, c'est les armes chimiques, bactériologiques. On parle de Wuhan en Chine, mais chez nous, à Kolomb-Bchar, Bni Ounif, qui a cette base B de Namous, où la France aussi a continué à faire des essais d'armes chimiques. Ils auraient fabriqué, d'après ce dossier-là, plus de 1000 tonnes de bombes chimiques à Bni Ounif, à Kolomb-Bchar. Et aussi les retombées. En fait, ils sont contaminés, les gens aussi, les populations. Pas seulement du côté algérien, parce que la base à Guébé de Namous se trouve à 100 km de la frontière marocaine. Je suis sûr et certain qu'il y a des Marocains et des Algériens qui sont contaminés par ces essais chimiques que la France faisait à ciel ouvert dans la région de Kolomb-Bchar. Donc, ce dossier-là, c'est juste peut-être la pointe de l'iceberg, parce que c'est un journal français, le Nouvel Observateur, qui l'a révélé. Mais une enquête internationale, neutre, je suis sûr qu'ils vont découvrir que même jusqu'à date, là, il y a peut-être des essais qui se font. Et aussi, même les richesses, ne parlons pas des richesses, probablement, comme il y a l'uranium, en Algérie, il y a beaucoup d'uranium, et il y a de l'or aussi, de l'or, des tonnes d'or. Et ils n'ont jamais divulgué exactement qui l'exploite, et au nom de qui, et combien, etc. C'est vrai que c'est traité d'une façon toujours dans le dialogue secret entre la France et le régime algérien. Donc, ça, c'est un des dossiers aussi sur lesquels l'opinion publique mondiale, là, elle doit être saisie. Et un collectif d'avocats là, mérite d'être saisi de cette question-là très importante qui va impacter, je dis bien, aussi bien la France que l'Algérie. OK? Maintenant, il y a d'autres dossiers, par exemple, même où la France aussi est impliquée. Donc, il y a des poursuites qui peuvent toucher les deux pays. Il y a les assassinats politiques qu'ils ont procédé, à l'Emsili en France, alors que l'assassin était identifié. C'est un certain, je pense, si je me rappelle bien, Amlal ou Mloul ou quelque chose comme ça. Il a été exfiltré vers l'Algérie par la France pour ne pas être jugé. Donc, l'assassinat d'Alim Sili, que Aït Ahmed, pendant toute sa vie, a essayé de remuer ciel et terre pour faire quelque chose, il n'a pas réussi tout seul. Donc, aujourd'hui, c'est le moment aussi de ressortir ce dossier-là, d'Alim Sili, l'assassinat de Krim Belkacem avant, dans les années 70. Qui c'est qui va croire que la France n'était pas complice ou n'était pas au courant de l'assassinat de l'homme qui a signé les accords d'Évian et qui a été assassiné des Nains et l'Allemagne à Francfort en 1970. Donc, ça aussi, c'est un autre dossier qui attend. Et j'en passe là, on les a déjà dit, je ne vais pas me répéter, Boudiaf, Matoblounas, les 250 000 à 300 000 qu'ils ont assassinés pendant la décennie noire, les moines Ntibhirin, les prêtres Ninran Tizouzou, etc., etc. Je pense que c'est vraiment sur ces dossiers-là que nous pouvons aller remuer, en quelque sorte, là, devant la Cour pénale internationale. C'est pas normal. Et puis, à Kedner, pour les incendies criminels, aujourd'hui, toute la planète est bouleversée par les changements climatiques. Et le gouvernement algérien, il y a des photos qui montrent que c'est les militaires, en fait, des espèces d'hélicoptères, qui déversent des carburants, des accélérateurs pour enflammer les montagnes de Kabylie chaque année. Donc, les oliviers ils ont presque en voie de disparition. Et dans les circonstances, à Kedner, il y a le sable du désert qui arrive jusqu'en Europe. Si tu vas dans le sud de la France, là, tous les parkings, les Français le savent. Ils se posent des questions. Comment ça se fait qu'il y a de la poussière du Sahara qui se dépose sur leurs voitures dans les parkings? Elles traversent la Méditerranée. Pendant que des années, on parlait de replanter des arbres dans le Sahel pour stopper l'avance du désert, là, et là, l'Europe, elle se tourne les pouces, la France et même les pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, ils sont en train de regarder ce régime-là
qui pratique la politique de terre brûlée. Il brûle la dernière couverture végétale en Méditerranée. Il est en train de partir en fumée. Et ils observent ça. Donc, si ça continue comme ça, dans quelques années, le Sahara, il va commencer à Marseille, là, il va remonter vers le nord. Donc, c'est là qu'on peut alerter aussi l'opinion publique européenne de ce risque-là, et puis des dégâts qui sont en train d'être commis. Voilà. ثمرت عند الحسين لكن تحسب تداوك بريسك ثواغيين يخدموا دابو الجزائر ديني ثمورت اما كيت ليت ماشي ديوث هادو سين يمقر déjà Khidr, les 130 jeunes kabyles, les crimes économiques. Ah oui, regarde, ils ne respectent pas l'écologie. Ils تقرت الصحراء كان دي الدري مرصاي على جلويدي تربو خروت خدمنا. C'est un système voyou. Absolument. Voilà. Mais ce qui est surprenant, c'est que bon, je peux dire la France, c'est évident. Je vais te démontrer pourquoi elle ne bouge pas, ok? Parce que si tu regardes sur ma page, j'ai affiché des dossiers en fait de 2021, donc de cette année même. Donc on parle ici d'un truc, d'un scandale actuel qui n'est pas réglé. Mais la communauté européenne aussi doit être saisie parce que ils ont un État, je dirais là, un peu laxiste dans la communauté européenne qui s'appelle la France. La France, elle est en train de faire l'Allemagne, par exemple, elle a son mot à dire. Je l'ai dit l'autre jour aussi, que c'est la France qui a empêché même que l'Allemagne investisse dans les centrales solaires au Sahara pour livrer de l'énergie propre à toute l'Europe. Et la France a mis des bâtons dans les roues. Donc, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, les Européens aussi, les autres pays, je veux dire, là, par rapport à ça. On sait que la France ne sera pas favorable, n'est pas favorable de toute façon aux ethnies. On sait que dans son propre pays, c'est un État jacobin. On vient de le vérifier il n'y a pas longtemps avec la Catalogne. Hein. Macron, il a supporté la dictature espagnole là, pour ne pas reconnaître un droit qui est pourtant reconnu par les Nations Unies, un droit à l'autodétermination, à l'indépendance de la Catalogne. Pour les mêmes raisons, il ne va pas supporter la Kabylie. Mais ça, on le sait maintenant, il faut travailler avec, je pense, la communauté économique européenne qui n'ont pas les mêmes intérêts ou les mêmes problèmes que la France. Voilà. Et الحسين ثمير وين تفيتوك السقي وين تسقر تشوت سي مالورو يتقارح ولا الطاس فتيكي. Oui, là c'est pour donner, en fait, mettre un peu la table pour le Qbaïl al-Nord, ok? Qu'on n'est pas désarmé, il faut se retrousser les manches et répondre à l'appel qui est lancé maintenant par tous les Kabyles là, de s'unir dans nos différences, dans le respect de nos différences. Et puis d'amener ces dossiers-là devant l'opinion publique internationale. Ce qui est malheureux, un mouvement tout seul ne peut pas le faire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait depuis 20 ans. Je pense qu'il est temps maintenant de s'attaquer à ça parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas, Christine Aouna, parler d'avenir à un mourant. On est menacé actuellement par ce système-là qui, lui, il est bien articulé. Hein, il est bien assis avec la Turquie, avec le Qatar, avec tous ces pays-là. Donc, il y a une ingérence étrangère déjà qui supporte ce régime-là. Alors, c'est à nous d'aller chercher, de faire la balance. Nous avons aussi des amis potentiels qu'on peut aller chercher, je parle en tant que pays, des pays amis, qui peuvent comprendre, qui peuvent nous appuyer aussi sur ces démarches-là qui sont pacifiques. On est dans le pacifisme. On n'a pas pris les armes encore, mais si la situation se justifie, c'est peut-être la prochaine étape. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On essaye d'éviter, mais et c'est ce qu'il cherche, ce régime d'ailleurs. Il cherche une confrontation. Maintenant,
il ne faut pas que nos Kabyles aussi, là, nos frères, comprennent par ce pacifisme-là être passif. Donc, on est dans un pacifisme, mais le pacifisme, il va marcher si on l'appuie par l'opinion publique internationale. Si on n'est pas capable d'aller chercher cet appui, autant alors à ce moment-là, puisqu'on est déjà taxé de terroriste, qu'on opte pour d'autres voies. Okay, de toute façon, c'est ça, ils sont en train de ramasser tous les Kabyles qui pensent, les gens, les KDS. Voilà, Axel. Donc, et voilà. تنميرتيك ناك باغي كنستعلم داعون باللي سي ثمان اللي يركب ديبوزي ان دوسيي اوبري دو لا كوميسيون دي دروا هيومان ديال لونو سور لا ريبريسيون سور لي زانديبوندونتيست كابيل والسنه يجي برك السمانه يجي اين يزمر يونث يخدم يلهاد المقلان غير كسقرنا بصيدان. Oui, tout à fait. Et puis, oui, c'est quelque chose de très encourageant. J'espère que tout le monde va en être derrière aussi, là, pour appuyer ces démarches. Voilà. Ok, c'est ça qui s'est écourté. Et puis, il ne faut pas que cette chronique-là leur gâche la célébration pour ceux qui veulent aller célébrer cette Coupe d'Afrique, parce que c'est comme ça aussi que notre identité rayonne en Afrique. La GSK fait partie de ce rayonnement-là dans le milieu sportif mondial, mais aussi particulièrement avec nos amis africains.